Ça commence à être la merde dehors, on dirait. Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à L'Antre de la Folie, film américain de 1994 réalisé par le grand, l'immense, le monumental, le formidable, l'incommensurable, l'extraordinaire John Carpenter. Le détective privé John Trent est chargé de retrouver Sutter Kane, un écrivain de romans d'épouvante à succès. Ce dernier a disparu soudainement, juste avant l'apparition de son nouveau roman, L'Antre de la Folie. Trent, accompagné d'une employée de la maison d'édition, Linda Stiles, suit la piste laissée par Kane. Celle-ci les conduit à Hobbs End, une petite ville oubliée de la Nouvelle-Angleterre qui ne figure sur aucune carte et semble en proie à des phénomènes pour le moins étranges. Bien difficile d'aborder un monument tel que John Carpenter, tant il a marqué le cinéma de genre de son empreinte. Certainement qu'il faut être un peu fou, et de folie, il en sera question dans cette vidéo, puisqu'après avoir abordé Body Bags, film à sketch co-réalisé avec Tobe Hooper en 1993, je me penche cette fois-ci sur mon œuvre favorite du réalisateur, que beaucoup considèrent comme le dernier grand film d'une carrière qui en compte déjà bon nombre. Si Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin est un immense échec à sa sortie en 1986, John Carpenter parvient néanmoins à s'en relever avec ses deux longs métrages suivants, au budget bien plus modeste, les incisifs Prince des Ténèbres en 1987 et Invasion Los Angeles en 1988. Malheureusement, son projet suivant, Les Aventures d'un homme invisible, sorti en 1992, bien que destiné à un plus large public, est une nouvelle déception au box-office. Décontenancé par les choix du public et la manière qu'ont les grands studios de faire des films, Carpenter décide de s'éloigner des grosses productions hollywoodiennes et de revenir aux sources. Il se tourne alors vers un scénario qu'il avait refusé dès 1988 de mettre en scène, l'estimant alors trop complexe à porter à l'écran, celui de L'Antre de la Folie, écrit par Michael De Luca, à qui l'on doit notamment le scénario de La fin de Freddy, l'ultime cauchemar, réalisé par Rachel Talamé en 1991. Proposé à Tony Randall puis Mary Lambert, John Carpenter se charge finalement de la réalisation avec un budget bien moins important, 8 millions de dollars, soit 5 fois moins que celui dont il avait bénéficié pour Les Aventures d'un homme invisible. Mais le film peut compter sur un casting solide et la créativité débridée de son réalisateur. Quand de plus en plus de gens commenceront à ne plus savoir faire la différence entre l'imaginaire et la réalité, les hôtes du sanctuaire pourront réapparaître. Donc plus il y aura de croyants et plus ce jour arrivera vite. Et vu comment mes autres livres se sont vendus, celui-ci promet d'être vraiment très populaire. En lisant le scénario rédigé par De Luca, Carpenter pense immédiatement aux écrits horrifiques de Howard Phillips Lovecraft. C'est que Carpenter apprécie l'auteur de Providence depuis son enfance. Plus précisément depuis sa découverte, aux côtés d'auteurs tels qu'Edgar Allan Poe, Henry James ou Guy de Maupassant, dans l'anthologie anglaise Great Tales of Terror and the Supernatural, offerte par son père à l'époque. Il développe ainsi une appétence particulière pour Lovecraft, jugeant ses histoires comme les plus effrayantes.
La version originale du scénario proposé par De Luca n'entretient pourtant que peu de rapport avec l'univers de Lovecraft, s'inscrivant avant tout dans cette vague de films méta des années 90 traitant du débordement de la fiction dans le réel. Big John n'accepte de réaliser le film qu'à la condition de pouvoir y apporter justement une dimension horrifique proche de celle de son auteur fétiche. Ayant toujours voulu s'attaquer à Lovecraft sur grand écran, Carpenter est bien conscient du fait que l'auteur reste difficilement adaptable en l'état, en grande partie parce que les choses évoquées dans ses écrits échappent totalement à l'entendement de l'être humain. Une horreur indescriptible à laquelle ceux qui y sont confrontés finissent par perdre la raison. De fait, les moyens dont dispose le cinéma semblent bien insuffisants pour traduire l'indicible. La tentation étant de chercher à faire peur en montrant plutôt qu'en cachant. Si Carpenter a voulu faire de l'Antre de la Folie une œuvre éminemment Lovecraftienne, au vu du résultat, le pari apparaît comme largement gagné. Cela passe déjà par des références plus ou moins directes à Lovecraft, parsemées tout au long du film. Ainsi les hôtes, pour qui Sutterken sert d'intermédiaire, ne sont pas sans rappeler les grands anciens. Les créatures apparaissant sur les couvertures des romans, qui prennent vie un peu plus tard dans le film, sont des allusions au mythe de Cthulhu, tout comme leurs titres sont des références directes aux œuvres de Lovecraft. Ainsi que le nom de l'hôtel et de ses propriétaires, Pinkman, jusqu'au titre du film lui-même, renvoyant, dans sa version originale, aux 2 romans courts que sont The Shadow over Innsmouth et At the Mountains of Madness. Sans parler de la ville de Hobbs End que le scénario choisit de situer en Nouvelle-Angleterre et de ses habitants défigurés et rendus fous, jusqu'au personnage de Sutterken qu'on peut notamment imaginer comme étant Lovecraft lui-même. Dans l'Antre de la Folie, l'histoire est racontée du point de vue du personnage de John Trent, le film débutant dans un hôpital psychiatrique alors que ce dernier se retrouve interné, non sans avoir lutté de toutes ses forces. La situation et la confusion qui règnent plongent volontairement le spectateur dans une certaine incompréhension. Mais ce que l'on prenait pour le point de départ de l'histoire se transforme rapidement en point de chute, le film empruntant la structure narrative du flashback. La question n'est plus vraiment de savoir comment tout cela va finir, mais plutôt comment notre protagoniste principal a pu se retrouver en si fâcheuse posture, ce que va nous faire découvrir Carpenter, non sans une certaine malice. Structure répandue en littérature, le récit en flashback l'est tout particulièrement chez Lovecraft, au point de le considérer comme un élément essentiel de son style et de l'efficacité de ses plus grandes œuvres. Il y est en effet souvent question d'un personnage dont l'esprit cartésien vacille soudainement après la découverte de choses si terribles qu'elles défient toute compréhension humaine. Dans un dernier sursaut de lucidité, avant de sombrer totalement dans la folie, ce narrateur parvient néanmoins à livrer son témoignage et à informer ses hypothétiques lecteurs du caractère inéluctable des horreurs qui s'apprêtent à s'abattre sur le monde. Lovecraftien dans ses références et sa structure, l'Antre de la Folie l'est donc aussi dans son thème principal, la folie, dans laquelle l'humanité se voit précipiter inexorablement. Incidents et émeutes se multipliant et se répandant dans tout le pays, les autorités médicales en viennent à avancer la thèse d'une épidémie de schizophrénie paranoïde. Dans le film de Carpenter, ce sont les écrits de Sutterken qui rendent les gens complètement dépendants et finalement complètement fous. La logique n'a plus cours dans ce nouveau monde et, dans un mouvement d'inversion des valeurs, c'est la folie qui devient la norme. On aura beau essayer de rationaliser les choses, le constat s'avère des plus épouvantables. Le monde, s'acheminant vers sa destruction, est ainsi devenu un asile psychiatrique à ciel ouvert quand la raison, elle, se retrouve internée de force. Interprété par Sam Neill, déjà présent dans les aventures d'un homme invisible, le personnage de John Trent apparaît comme profondément pessimiste. Un trait de caractère qui lui sert néanmoins dans le cadre de son travail de détective privé. Considérant chacun comme capable de tout, il n'a qu'à simplement imaginer le pire. Et quand on lui fait remarquer qu'il est bien triste d'être aussi désabusé que lui, Trent rétorque qu'en contrepartie, peu de choses peuvent le décevoir. Personnage Lovecraftien par excellence, Trent voit sa rationalité mise à mal par le cauchemar qu'il voit se matérialiser devant les yeux. S'accrochant coûte que coûte à son esprit cartésien, cherchant à tout prix à trouver derrière des événements insensés des explications parfaitement logiques, il est celui pour qui la vérité est la plus terrible à accepter. Marionnette manipulée par le réalisateur pour mieux perdre le spectateur dans son cauchemar sur pellicule, Trent incarne l'idée même que nous ne sommes pas maîtres de notre propre histoire, que nous n'avons aucun contrôle sur tout ce dont nous dépendons. Se retrouvant finalement complètement brisé de l'intérieur, il devient alors le témoin amusé d'un monde en plein effondrement. Il est interdit de fumer, monsieur.
mari ne supporte pas. Avec The Thing, sorti en 1982, et Prince des Ténèbres, L'Antre de la Folie est considéré par son réalisateur comme faisant partie de ce qu'il nomme la trilogie de l'Apocalypse. Un ensemble de longs métrages abordant, chacun à sa manière, la fin du monde tel que nous le connaissons. Dans le cas de L'Antre de la Folie, l'extinction de l'humanité survient du fait d'une réalité alternative ayant pris le dessus sur la réalité que nous pensions être la nôtre. Un point sur lequel nous reviendrons un peu plus tard. Si L'Antre de la Folie apparaît comme un des films les plus Lovecraftiens qui soit, nul doute qu'il n'aurait pas été le même sans les deux précédents volets de cette fameuse trilogie. Avec The Thing et Prince des Ténèbres, Carpenter tentait déjà, de manière moins explicite, d'appréhender les thèmes, les enjeux et l'imagerie de l'univers Lovecraftien. Si John Carpenter reconnaît la difficulté qu'il y a pour chacun de ses films à trouver un style d'ensemble, L'Antre de la Folie est sans doute celui qui l'aura le plus poussé dans ses retranchements, frappant là où on ne l'attendait pas forcément. Optant lors de certaines séquences pour un montage rapide et nerveux où les images s'enchaînent à la limite du subliminal, le réalisateur et son monteur, Edward E. Warshilka, dynamisent l'action tout en exprimant l'angoisse et l'horreur. S'adaptant à la fois au récit et au code du moment, Carpenter délaisse le temps d'un long métrage son style habituel pour quelque chose de moins classique, faisant de L'Antre de la Folie une œuvre quelque peu à part dans son immense filmographie. Si Lovecraft et son univers vertigineux apparaissent comme des inspirations plus qu'évidentes, un autre maître de l'horreur plane lui aussi au-dessus du film de Carpenter. Il s'agit bien entendu de Stephen King, auteur incontournable de la littérature horrifique, fortement influencé par Lovecraft justement. Ainsi, l'auteur de Christine, adapté brillamment par Carpenter en 1983, se retrouve directement cité, à 2 reprises. On peut noter également que le nom de Sutter Kane se rapproche beaucoup de Stephen King, mais plus encore, c'est bien le thème de la fiction débordant sur la réalité, au cœur de nombreux récits de King, qui finit d'en faire une inspiration elle aussi évidente. Avec La Folie, le rapport entre la réalité et la fiction est un élément central du récit. Chaque sortie d'un roman de Kane fait l'événement et s'accompagne d'un véritable raz-de-marée de fans en magasin pour tenter de se procurer leur dose. Des lecteurs fidèles complètement accros et dont les écrits de Kane semblent avoir retourné le cerveau, les transformant peu à peu en dangereux psychopathes réglant leur compte à coups de hache. Au-delà de l'influence des mots, ce sont les éléments fictionnels qui commencent à envahir la réalité. L'exemple le plus marquant étant bien sûr la ville de Hobbs End, introuvable sur une carte classique, et que John Trent aura toutes les peines du monde à quitter. Tout au long du film, Carpenter parvient à faire douter le spectateur quant à la véracité des événements. La frontière entre réalité et fiction devient si mince que le personnage de Trent, lui aussi, en vient à se demander de quel côté il se situe. Envahi des horribles choses apportées par Kane et les divinités qu'il sert, le vieux monde est maintenant devenu une illusion. Avec L'Antre de la Folie, Carpenter s'affranchit des limites de l'écran en venant à briser le 4e mur. Cela passe déjà par l'intégration du film dans le film, comprendre que dans le film L'Antre de la Folie existe un film intitulé L'Antre de la Folie. Une mise en abîme qu'on peut considérer comme une réflexion plus large sur le pouvoir du créateur, dieu d'un univers qu'il a façonné. Et pour aller encore plus loin, on peut imaginer Sutter Kane comme étant le double d'un réalisateur, foulant au pied un cinéma trop commercial à ses yeux. Avec moins de 9 millions de dollars au box-office et un accueil critique plutôt mitigé, L'Antre de la Folie est loin d'être un succès à sa sortie, entamant sérieusement la motivation du réalisateur par la suite. Heureusement, et comme beaucoup d'œuvres de Carpenter, le film saura trouver une place auprès des amateurs du genre. Même si The Thing, du même réalisateur, lui est préféré, L'Antre de la Folie mérite une encore plus grande reconnaissance. Alors même que le film n'est l'adaptation d'aucune de ses œuvres, l'essence même des écrits de Lovecraft semble imprégner chacune des images du film, le réalisateur parvenant à capter l'irreprésentable qui vient bouleverser notre réalité, à mettre en scène ce qui par nature ne peut pas être filmé. Et ça, ce n'est pas rien. Si vous avez apprécié ce voyage au cœur de la folie, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!